Bienvenue sur World's Undercurrents, la chaîne qui plonge profondément sous la surface de l'histoire, du pouvoir, de l'argent et des forces cachées qui façonnent réellement notre monde moderne. Vous êtes-vous déjà demandé comment un petit nombre de familles a réussi, à partir d'origines modestes ou même douteuses, à contrôler d'immenses parties de l'économie mondiale? Comment des fortunes colossales ont été construites sur plusieurs générations? Et quels véritables secrets, scandales, stratégies, intrigues et héritages durables se cachent derrière les plus grandes dynasties de l'histoire de l'humanité? Alors vous êtes exactement au bon endroit. Nous sommes fiers de lancer une toute nouvelle série longue intitulée History of Billions. Dans cette série, nous examinerons en profondeur l'ascension, les méthodes, les controverses, les tragédies et l'impact mondial durable des familles qui ont silencieusement réécrit les règles du pouvoir, de la finance et de l'influence. Aujourd'hui, nous commençons ce voyage avec l'un des clans les plus célèbres, les plus puissants, les plus admirés et en même temps les plus détestés de toute l'histoire moderne. Installez-vous confortablement, tamisez peut-être les lumières pour créer la bonne atmosphère, prenez une boisson et préparez-vous à une exploration profonde, détaillée et captivante dans les ombres de l'industrie américaine, de la finance, de la politique et de l'influence mondiale. Voici l'histoire complète, enrichie et détaillée du clan Rockefeller. Chapitre 1. Le patriarche Devil Bill. La saga extraordinaire de l'une des familles les plus riches et les plus influentes que le monde ait jamais connue ne commence pas dans les luxueux conseils d'administration de Wall Street, ni à côté des derricks rugissants et des puits jaillissants de Pennsylvanie. Elle commence sur les routes poussiéreuses et non pavées, dans les petites villes calmes et endormies de l'Amérique rurale du XIXe siècle, avec une figure notoire et haute en couleurs connues, partout sous le nom de Devil Bill. William Avery Rockefeller est né en 1810 dans une famille de fermiers pauvres dans le nord de l'État de New York. Il était grand, remarquablement beau, hautement charismatique et doté d'une voix profonde, puissante et extrêmement persuasive qui pouvait captiver une foule entière en quelques minutes seulement. Dès son plus jeune âge, Bill a compris une vérité simple mais qui change une vie. Le dur labeur physique sur la ferme familiale n'était pas l'avenir qu'il désirait pour lui-même. Au lieu de cela, il a décidé de vendre quelque chose de bien plus rentable et beaucoup plus facile à produire que n'importe quelle récolte ou bétail agricole. Il a décidé de vendre de l'espoir, des rêves et la promesse de guérison miraculeuse. Bill est devenu un vendeur itinérant classique de remèdes miracles. De ville en ville, il parcourait les routes avec un chariot peint de couleurs vives et proposait des élixirs de guérison miraculeuse dans des flacons joliment conçus avec des étiquettes impressionnantes. Ces toniques promettaient de guérir presque tous les maux connus de l'humanité à l'époque: le cancer, l'impuissance, la tuberculose, la paralysie, diverses plaintes féminines, le rhumatisme et même les troubles nerveux ou mentaux. En réalité, la plupart de ces remèdes n'étaient guère plus que de l'alcool bon marché mélangé à de petites quantités d'opium ou de morphine, des colorants bon marché, et tout ce qui était disponible localement et peu coûteux. De nombreux utilisateurs ressentaient une brève poussée d'énergie, un engourdissement ou un soulagement temporaire, pour ensuite faire face à la déception, à la dépendance ou même à une aggravation de leurs problèmes de santé. La technique de vente de Bill était hautement raffinée, théâtrale et totalement impitoyable. Il arrivait dans une petite ville, installait son stand sur la place publique ou juste devant le magasin général, donnait une présentation hautement émotionnelle et dramatique, remplie de témoignages inventés et d'histoires touchantes de personnes soi-disant guéries, vendait autant de flacons que possible à des prix fortement gonflés, puis disparaissait rapidement
avant que les clients mécontents ne s'organisent, ne se plaignent ou n'exposent la fraude. Cependant, Devil Bill possédait un autre talent, encore plus sombre et souvent plus rentable, le chantage professionnel et la manipulation psychologique. Il était un véritable maître dans l'art de se faire passer pour sourd-muet. Il restait assis silencieusement pendant des heures dans les tavernes locales, les auberges ou les magasins généraux, en faisant comme s'il ne pouvait ni entendre ni prononcer un seul mot. Les habitants, supposant que l'étranger était totalement inoffensif et incapable de les comprendre, parlaient ouvertement de leurs affaires les plus privées et les plus sensibles, dettes impayées, liaisons extra-conjugales, vols, projets commerciaux et scandales locaux juste devant lui. Quelques jours plus tard, l'étranger soi-disant muet récupérait soudainement la parole et utilisait les informations recueillies pour faire chanter ses victimes, pour obtenir de l'argent, des faveurs ou du silence. C'est précisément ce talent pour la tromperie et l'observation qui l'a aidé à trouver une épouse. Dans un petit village, il rencontra Eliza Davison, une jeune femme calme, profondément pieuse et très respectée, issue d'une famille baptiste respectable. Elle vit dans Bill, charmant, confiant et apparemment fort, un homme qui pourrait peut-être être réformé et sauvé par la puissance du mariage et de la foi chrétienne. Ils se marièrent en 1837. Bill, cependant, ne se réforma jamais vraiment. Il continuait à disparaître pendant de nombreux mois, entretenait des relations avec d'autres femmes dans différents États, et dans un moment particulièrement audacieux, amena même l'une de ses maîtresses à vivre ouvertement dans la maison familiale avec sa femme et ses jeunes enfants. Eliza supporta ces humiliations et trahisons répétées avec une patience et un stoïcisme chrétien remarquables, élevant pratiquement seule 6 enfants tout en priant quotidiennement pour la rédemption morale de son mari. Le 8 juillet 1839, dans ce foyer moralement compliqué, instable et souvent tendu, naquit John Davison Rockefeller, le garçon qui deviendrait plus tard le premier milliardaire officiel en dollars de l'histoire de l'humanité. Son père était fréquemment absent pendant son enfance. Lorsque Bill rentrait de ses longs voyages, il enseignait à ses fils des leçons dures, pragmatiques et parfois cyniques sur la survie et la ruse. On l'entendit un jour déclarer fièrement à ses enfants : « Je trompe mes propres garçons à chaque occasion. Je veux qu'ils soient vifs, intelligents et capables de se débrouiller seuls dans ce monde. » John absorba ces influences profondément contradictoires des deux parents. De nombreuses années plus tard, il reflète très célèbre. « De mon père, j'ai appris à compter chaque centime et à faire travailler l'argent pour moi. De ma mère, j'ai appris à craindre Dieu, à vivre avec une conscience et à redonner à ceux qui ont moins. » Ces deux forces puissantes et souvent opposées, le calcul économique froid et impitoyable d'un côté et la stricte morale religieuse baptiste de l'autre, allaient devenir le fondement central à la fois de son caractère personnel et du succès à long terme de toute la dynastie Rockefeller. Devil Bill vécut un âge étonnant de 95 ans et mourut finalement en 1906. À cette époque, son fils aîné John était déjà l'homme le plus riche de la planète. Pourtant, Bill lui-même ne vit jamais pleinement l'échelle mondiale du succès et du pouvoir de sa famille. Il passa ses dernières années sous divers faux noms et alias, dont Dr. William Livingston, et continua son style de vie errant, trompeur et aventureux presque jusqu'à la fin. Lorsque la célèbre journaliste d'investigation Ida Tarbell lança plus tard sa série explosive sur Standard Oil, elle fit de sérieux efforts pour découvrir la vérité complète sur le passé de Devil Bill. Cependant, la famille avait déjà travaillé dur pendant des années pour effacer et enterrer soigneusement ce chapitre embarrassant et scandaleux de ses origines. John parlait presque jamais publiquement de son père, ni pour le louer, ni pour le condamner ouvertement. Au lieu de cela, il prit silencieusement et sélectivement les leçons les plus utiles de la vie de son père, la capacité à lire instantanément les gens et les situations, l'attention obsessive pour chaque détail financier
une méfiance profonde et saine envers les autres, et l'habileté sophistiquée de transformer les faiblesses, les désirs et les secrets des autres à son propre avantage personnel et commercial. Et c'est ainsi qu'une des dynasties les plus puissantes, les plus durables et les plus influentes de l'histoire moderne fut fondée non pas par un pionnier noble ou héroïque, mais par un charlatan hautement charismatique, un vendeur itinérant et un maître chanteur. Chapitre 2. La jeunesse et les premiers pas de John Rockefeller. John Davison Rockefeller grandit dans un foyer modeste, souvent instable et parfois chaotique. Pourtant, malgré l'environnement familial difficile créé par les longues absences et le style de vie douteux de son père, le jeune John devint un enfant remarquablement discipliné, sérieux, méthodique et hautement concentré. Contrairement à son père extravagant, aimant le risque et peu fiable, John détestait profondément le chaos, le risque inutile, l'extravagance et le désordre. Dès son plus jeune âge, il aspirait à la structure, à la prévisibilité, à l'ordre et au contrôle total de ses propres affaires. Dès l'âge tendre de 7 ans seulement, il commença à tenir son propre petit livre de comptes. Dans ce petit carnet, il notait méticuleusement chaque centime qu'il gagnait et chaque centime qu'il dépensait. Cette habitude de tenue de compte obsessive et précise l'accompagnerait jusqu'à ses derniers jours. À l'âge de 7 ans, il lança sa toute première petite entreprise. Il acheta des bonbons en gros et les revendit pièce par pièce à ses frères et sœurs plus jeunes avec un petit profit régulier. À 13 ans, il avait déjà économisé 50 $, une somme très importante pour un garçon de cette époque. Important. Il ne gaspilla pas cet argent en jouets, sucreries ou plaisirs immédiats. Au lieu de cela, il le prêta soigneusement à d'autres à 7% d'intérêt annuel. Même en tant que jeune garçon, John comprenait déjà que l'argent devait travailler pour son propriétaire. Sa mère Elisa joua un rôle crucial dans la formation de son caractère moral. Elle lui inculqua une foi chrétienne baptiste, profonde, sincère et durable. Les offices du dimanche, les longues prières familiales et l'étude régulière de la Bible étaient des éléments non négociables de la vie quotidienne dans la maison Rockefeller. Dès ses premières années d'enfance, John donna fidèlement 10% de tous ses revenus, la dîme biblique, à l'église locale et pour aider les pauvres de la communauté. Cette pratique du don régulier l'accompagnerait même lorsqu'il deviendrait l'un des hommes les plus riches ayant jamais vécu, car il la considérait sincèrement comme un devoir moral et un commandement religieux. L'éducation formelle de John fut délibérément limitée au minimum. Il choisit consciemment de ne pas aller à l'université, estimant que ce serait un gaspillage inefficace de temps précieux et d'argent durement gagné. Au lieu de cela, il suivit un cours pratique de comptabilité de 3 mois et à l'âge de 16 ans, il obtint avec succès son premier vrai emploi en tant qu'assistant comptable dans une petite entreprise commerciale située à Cleveland, dans l'Ohio. Son salaire journalier de départ n'était que de 50 cents. Mais il abordait même cette modeste position avec un dévouement, une discipline et une intensité extraordinaires. Il arrivait toujours au bureau le premier le matin et partait le dernier le soir. Il ne buvait jamais d'alcool, ne fumait jamais, évitait les théâtres et autres distractions sociales, et économisait pratiquement chaque dollar qu'il gagnait. En 1859, quand il avait 20 ans, John forma un partenariat avec Maurice Clark, et ensemble, ils ouvrirent leur propre firme de commission spécialisée dans le commerce de grains, de viande, de foin et d'autres produits agricoles. Le déclenchement de la guerre de sécession en 1861 s'est révélé être une opportunité extrêmement importante et très rentable pour les jeunes entrepreneurs. L'armée de l'Union avait désespérément besoin de grandes et fiables livraisons de nourriture et d'autres matériaux. Rockefeller et Clark ont activement obtenu et rempli des contrats militaires lucratifs, ce qui leur a permis d'accumuler rapidement à la fois du capital
et une précieuse expérience commerciale. Cependant, le véritable décisif tournant dans la vie de John est arrivé en 1863, lorsque le grand boom pétrolier a soudainement explosé dans l'ouest de la Pennsylvanie. L'or noir jaillissait dramatiquement de la terre, attirant des milliers de rêveurs optimistes, d'aventuriers et de spéculateurs espérant s'enrichir rapidement. Alors que la plupart des gens ne voyaient que du romantisme, de l'excitation et un risque élevé dans les champs de pétrole chaotiques, le jeune et analytique John Rockefeller voyait quelque chose de complètement différent, une opportunité mathématique et organisationnelle claire, froide et extrêmement prometteuse. Il réalisa rapidement une vérité fondamentale. Forer du pétrole brut était essentiellement une forme dangereuse de jeu, avec des résultats très imprévisibles. Mais raffiner le pétrole brut et vendre les produits finis, utilisables, surtout le kérosène de haute qualité pour l'éclairage, offrait beaucoup plus de stabilité, de répétabilité et de marges bénéficiaires attractives. En 1863, il fit son premier investissement financier sérieux dans une petite raffinerie de pétrole. En 1865, à l'âge de seulement 26 ans, il avait racheté avec succès la part de son partenaire et était devenu l'unique propriétaire de la raffinerie. Ce qui distinguait le jeune John Rockefeller des centaines d'autres entrepreneurs pétroliers ambitieux de l'époque était son focus presque fanatique sur 3 éléments clés. Une efficacité extrême, une qualité constamment élevée et un contrôle impitoyable des coûts. Il exigeait que chaque ouvrier récupère soigneusement la plus petite goutte de kérosène renversée. Il embaucha des chimistes qualifiés pour développer et produire un produit supérieur qui brûlait plus brillamment, plus proprement et avec beaucoup moins de fumées et d'odeurs que la concurrence. Le plus important, il commença immédiatement à construire une opération commerciale pleinement intégrée verticalement, contrôlant non seulement le processus de raffinage lui-même, mais aussi la fabrication des barils, la logistique de transport et la vente rentable de divers sous-produits chimiques tels que la vaseline, la cire de paraffine et le fioul. John n'était jamais un grand inventeur ou un génie technique. Il était avant tout un maître de l'organisation, de la mise à l'échelle, de la construction de systèmes et un stratège à long terme. Dans l'environnement sauvage, chaotique et souvent sans loi de la jeune industrie pétrolière américaine, il comprenait clairement une règle fondamentale: le vainqueur ultime à long terme serait celui qui réussirait à imposer l'ordre, à réduire drastiquement les coûts, à maintenir une qualité constante et à obtenir le contrôle maximal possible sur toute la chaîne d'approvisionnement du début à la fin. En 1870, après des années de préparation minutieuse, d'exécution disciplinée et de réflexion stratégique, John D. Rockefeller était pleinement prêt pour le prochain saut monumental et historique. Chapitre 3. La fièvre du pétrole et la création de la Standard Oil. Les décennies des années 1860 et 1870 aux États-Unis représentaient la période brute, sauvage et souvent extrêmement dangereuse du Far West de l'industrie pétrolière en pleine émergence. Des milliers de petites entreprises indépendantes apparaissaient presque du jour au lendemain dans une atmosphère frénétique de ruée vers l'or. Les opérations de forage étaient chaotiques, très risquées et souvent mortelles. Les puits de pétrole prenaient feu ou explosaient avec une régularité alarmante. Les fortunes personnelles se faisaient et se perdaient en l'espace d'une seule semaine. Et les prix du marché du pétrole brut et du kérosène raffiné fluctuaient sauvagement et imprévisiblement, changeant parfois de plusieurs centaines de pourcents en quelques jours seulement. Alors que l'immense majorité des participants à cette nouvelle industrie poursuivaient des richesses rapides et spéculatives par le forage risqué et le jeu à court terme. John D. Rockefeller regardait le chaos et le désordre environnant à travers une lentille entièrement différente, beaucoup plus froide et analytique, celle d'un penseur stratégique discipliné à long terme et d'une maître organisateur,
Le 10 janvier 1870, avec son frère William, l'ambitieux Henry Flagler, le chimiste talentueux Samuel Andrews et un petit groupe de partenaires soigneusement choisis, il fonda officiellement la Standard Oil Company of Ohio. Le capital autorisé initial de la nouvelle société était d'1 million de dollars, une somme vraiment énorme pour cette période historique. Dès le premier jour de son existence, la stratégie commerciale globale de Rockefeller était à la fois conceptuellement simple et impitoyablement efficace dans son exécution. L'approche entière reposait fermement sur 3 piliers stratégiques puissants et interconnectés qui finiraient par définir l'ascension météorique de l'entreprise vers la domination. Le premier, et peut-être le plus critique pilier, était l'obtention systématique de rabais secrets et extrêmement favorables auprès des grandes compagnies de chemin de fer. Rockefeller et ses partenaires négocièrent des accords confidentiels, en coulisses avec les plus grands opérateurs ferroviaires de l'époque. En échange de la garantie de volumes de transport massifs, garantis et réguliers, Standard Oil recevait des rebats secrets substantiels, des rabais pouvant atteindre 50% ou même plus par rapport aux tarifs de transport standard publiés publiquement. Les concurrents plus petits qui ne pouvaient pas fournir le même volume étaient forcés de payer le prix complet publié, qui était souvent 2 ou 3 fois plus élevé. Cet énorme avantage de coût intégré a permis à Standard Oil de sous-coter dramatiquement ses rivaux sur le marché ouvert et de les éliminer progressivement des affaires. Le deuxième pilier stratégique était l'acquisition agressive, méthodique et hautement systématique des entreprises concurrentes. Dans certains cas, Rockefeller offrait des prix de marché raisonnablement justes pour racheter des rivaux. Cependant, dans la majorité des situations, il employait des tactiques de prix prédateurs sophistiquées. Standard Oil réduisait temporairement et délibérément ses propres prix de vente, bien en dessous du coût réel de production dans une région géographique spécifique où un concurrent particulier opérait. Le rival ciblé commençait rapidement à perdre de grosses sommes d'argent jusqu'à ce qu'il n'ait finalement plus d'autre choix financier que de vendre sa raffinerie et ses actifs à Standard Oil à un prix fortement réduit. Une fois que le concurrent avait été éliminé avec succès du marché, Standard Oil augmentait tranquillement et progressivement les prix à des niveaux rentables. Le troisième pilier, tout aussi important, était la mise en œuvre d'une intégration verticale complète. Le contrôle de chaque étape du processus de production et de distribution. Standard Oil ne se limitait pas à raffiner le pétrole brut. L'entreprise achetait agressivement ses propres vastes forêts pour fabriquer des barils en bois, construisait ses propres pipelines pour transporter le pétrole brut beaucoup moins cher et plus efficacement que par chemin de fer, établissait des laboratoires chimiques avancés dédiés à l'amélioration continue de la qualité des produits et commercialisait activement une large gamme de sous-produits rentables, dont la vaseline, qui deviendrait plus tard la célèbre marque Vaseline, la cire de paraffine pour les bougies et diverses qualités de fuel. En possédant et en contrôlant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du début à la fin, Rockefeller a pu éliminer les intermédiaires coûteux, réduire drastiquement les coûts d'exploitation globaux et maintenir une qualité de produit constamment élevée sur tous les marchés. En 1882, Standard Oil avait atteint un niveau de domination du marché presque incroyable, contrôlant entre 90 et 95% de toute la capacité de raffinage de pétrole aux États-Unis. L'entreprise était devenue le premier véritable monopole industriel de l'ère capitaliste moderne, un trust colossal, hautement efficace, qui exerçait un contrôle quasi total sur l'un des secteurs les plus vitaux et stratégiquement importants de l'économie américaine. John D. Rockefeller croyait sincèrement et honnêtement que ce type de monopole à grande échelle était finalement bénéfique pour la société dans son ensemble. Dans diverses interviews, lettres et conversations privées, il répétait souvent la même idée centrale: la concurrence libre est gaspilleuse
et inefficace. Un monopole bien géré apporte de la stabilité au marché, des prix nettement plus bas pour les consommateurs ordinaires et un progrès technique et technologique continu et régulier. Et dans de nombreux aspects pratiques, il avait raison dans son évaluation. Grâce à la quête impitoyable d'efficacité et aux économies d'échelle de Standard Oil, le prix du kérosène a chuté dramatiquement au fil du temps, rendant l'éclairage artificiel propre et fiable abordable pour des millions de familles américaines ordinaires qui avaient auparavant été obligées de vivre dans une quasi-obscurité totale après le coucher du soleil. Les maisons, les fermes et les entreprises à travers le pays pouvaient désormais brûler plus brillamment, plus proprement et plus sûrement que jamais auparavant. Pourtant, malgré ces avantages indéniables pour les consommateurs, les coûts humains, sociaux et économiques de la construction de ce monopole étaient incontestablement énormes et souvent tragiques. Des milliers de petits producteurs de pétrole indépendants, de raffineurs et d'hommes d'affaires ont été systématiquement ruinés et chassés de l'industrie. Les travailleurs employés dans les raffineries de Standard Oil devaient souvent travailler 12 à 14 heures par jour dans des conditions dangereuses, épuisantes et mal payées. Les concurrents, les journalistes et les politiciens accusaient régulièrement et bruyamment Rockefeller et ses partenaires de se livrer à du chantage, à de la corruption politique de fonctionnaires et de juges, à des collusions secrètes et à d'autres pratiques commerciales contraires à l'éthique ou carrément illégales. En conséquence directe, le ressentiment public, la colère et l'hostilité envers le nom Rockefeller ont commencé à croître rapidement et intensément à travers tout le pays. Lorsque John D. Rockefeller atteignit l'âge de 42 ans, il s'était fermement établi comme l'individu le plus riche des États-Unis. Sa fortune personnelle se comptait déjà en centaines de millions de dollars, une somme qui, correctement ajustée à l'inflation, à l'échelle économique et au pouvoir d'achat, équivaut à plusieurs centaines de milliards de dollars en termes modernes. Mais cette immense richesse et ce pouvoir économique sans précédent apportaient bien plus que du luxe, du confort et du statut social. Ils apportaient également une haine publique intense, largement répandue, souvent vicieuse et profondément personnelle, qui suivrait la famille pendant des décennies. Chapitre 4. Le combat avec la société et la presse. À l'aube du XXe siècle, le nom Rockefeller s'était transformé dans l'esprit de millions d'Américains ordinaires d'un symbole de succès commercial en un synonyme de cupidité corporative, de pouvoir monopolistique, impitoyable et d'exploitation sans cœur. Le tournant décisif est arrivé entre 1902 et 1904, lorsque la brillante et déterminée journaliste d'investigation Ida Minerva Tarbell a publié une série révolutionnaire de 19 articles minutieusement recherchés dans le magazine très populaire McClure's. La série portait le titre puissant The History of the Standard Oil Company. Ce fut rien de moins qu'une bombe journalistique qui ébranla les fondements de l'opinion publique américaine. Ida Tarbell avait un enjeu profondément personnel dans l'histoire. Elle était la fille d'un petit producteur de pétrole indépendant en Pennsylvanie, dont l'entreprise familiale avait été systématiquement détruite par les tactiques agressives et souvent prédatrices de Standard Oil. Pendant plusieurs années, elle s'est immergée dans des montagnes de dossiers judiciaires, de documents internes de l'entreprise, de lettres confidentielles, de rapports financiers et de témoignages oculaires. Son style d'écriture était calme, précis, basé sur les faits et dévastateur d'efficacité. Elle ne s'appuyait pas sur une rhétorique émotionnelle, elle laissait les faits froids et documentés parler d'eux-mêmes. À travers ses articles, Tarbell a exposé avec une précision minutieuse comment Standard Oil avait utilisé des rabais secrets sur les chemins de fer, des stratégies de prix prédateurs, la corruption politique de fonctionnaires et de juges, l'intimidation des concurrents et des accords sophistiqués de type cartel pour éliminer systématiquement la concurrence et consolider un contrôle absolu sur l'industrie pétrolière.
Lorsque la série a été compilée et publiée sous forme de livre à succès en 1904, l'indignation publique s'est propagée comme un feu de prairie à travers les États-Unis. John D. Rockefeller a été largement qualifié de l'homme le plus détesté d'Amérique. La tension a atteint son paroxysme tragique en avril 1914 avec les événements horribles qui se sont déroulés dans la petite ville minière de Ludlow, au Colorado. Les travailleurs de la Colorado Fuel and Iron Company, une grande opération minière dans laquelle la famille Rockefeller détenait une participation financière majoritaire, étaient en grève. Ils exigeaient des salaires plus élevés, l'introduction d'une journée de 8 heures et le droit fondamental de former des syndicats. En réponse, l'entreprise a expulsé les mineurs en grève et leurs familles des logements appartenant à l'entreprise. Désespérés mais déterminés, les travailleurs et leurs femmes et enfants ont installé une grande colonie de tentes de fortune sur des terres publiques à proximité. Le matin du 20 avril 1914, une force combinée composée de troupes de la garde nationale du Colorado et de gardes privés lourdement armés, engagés par l'entreprise, a lancé une violente attaque contre la colonie de tentes. Des mitrailleuses ont tiré indistinctement dans le camp, des tentes ont été délibérément incendiées, et le chaos et la terreur ont envahi la zone. Lorsque la fumée s'est enfin dissipée, 25 personnes gisaient mortes, dont 11 enfants innocents et 2 femmes, qui avaient suffoqué en essayant de se cacher des balles et des flammes dans une fosse peu profonde, sous l'une des tentes en feu. Cet événement brutal est rapidement devenu connu à l'échelle nationale sous le nom de massacre de Ludlow, et reste l'un des chapitres les plus sombres et les plus honteux de l'histoire du travail américain. John D. Rockefeller Jr., qui avait à cette époque pris en charge une grande partie de la responsabilité opérationnelle quotidienne des intérêts commerciaux de la famille, a été immédiatement dépeint par la presse nationale comme le visage froid et sans cœur de la tyrannie industrielle et de la violence corporative. Confrontés à une image publique qui se détériorait rapidement et qui menaçait la réputation et l'avenir de toute la famille, les Rockefeller ont pris une décision calculée et remarquablement moderne. Ils ont engagé Ivy Lee, l'un des véritables pères fondateurs des relations publiques modernes et de la gestion de crise. Lee a conçu et exécuté une campagne sophistiquée et multicouche de contrôle des dommages et de réhabilitation de l'image. Dans le cadre de cet effort, John D. Rockefeller Jr. s'est rendu personnellement au Colorado. Il a rencontré directement les mineurs en grève et leur famille et a dansé avec les épouses des travailleurs lors de rassemblements communautaires improvisés, et descendu profondément dans les mines de charbon aux côtés des hommes et a écouté attentivement, du moins publiquement, leurs griefs et leurs demandes. Des photographies soigneusement mises en scène et des articles positifs sur ces visites ont été stratégiquement diffusés dans les journaux à travers le pays au fil du temps. L'image publique de la famille Rockefeller a progressivement commencé à passer de celle de monopolistes impitoyables et cupides à quelque chose de plus proche de capitalistes préoccupés, responsables et même philanthropes. La campagne a été largement réussie pour atténuer les dommages immédiats. Cependant, le massacre de Ludlow a laissé une cicatrice profonde et permanente sur la réputation de la famille. C'est après cet événement traumatique que les Rockefeller ont pleinement internalisé l'une des leçons les plus importantes de leur dynastie. Une immense richesse apporte non seulement un immense pouvoir et des privilèges, mais aussi une immense responsabilité quant à la façon dont ce pouvoir est perçu par le public et par l'histoire. Chapitre 5. Le démantèlement de l'Empire et la naissance de la philanthropie. En mai 1911, la Cour suprême des États-Unis a rendu un jugement historique et marquant qui allait remodeler à jamais le monde des affaires américain. La Cour a déclaré que la Standard Oil Company violait clairement le Sherman Antitrust Act et a ordonné la dissolution du gigantesque trust en 38 sociétés distinctes, soi-disant indépendantes. À l'époque,
De nombreux observateurs, concurrents et critiques pensaient que cette décision judiciaire marquait la fin définitive de l'empire Rockefeller. En réalité, c'était tout le contraire. La dissolution s'est révélée être une énorme bénédiction financière. Les cours des actions de chacune des nouvelles sociétés indépendantes ont explosé à Wall Street, car les investisseurs ont reconnu leurs forces sous-jacentes, leur position sur le marché et leur potentiel futur. En conséquence directe, la fortune personnelle de John D. Rockefeller n'a pas diminué. Elle s'est en fait multipliée de manière substantielle en valeur. Des fragments soigneusement divisés de l'empire originel de Standard Oil ont finalement émergé certaines des plus puissantes compagnies énergétiques de l'ère moderne, notamment Exxon, Mobil, Chevron, Amoco et d'autres. Des entreprises qui continuent aujourd'hui encore de jouer un rôle majeur dans le secteur énergétique mondial. En 1897, à l'âge relativement jeune de 58 ans, John D. Rockefeller Sr. a pris la décision délibérée de se retirer largement de la gestion quotidienne et du contrôle opérationnel de son vaste empire commercial. Il était arrivé à la conclusion que la seconde moitié de sa vie devait être consacrée à quelque chose de bien plus grand et de plus durable que la simple accumulation d'argent supplémentaire. La philanthropie organisée, stratégique et à grande échelle. Au cours de sa longue vie, Rockefeller a fait don de plus de 540 millions de dollars à diverses causes, une somme équivalente à plus de 10 milliards de dollars en pouvoir d'achat actuel. Ses contributions philanthropiques les plus importantes comprenaient un financement massif pour la création et le développement de l'Université de Chicago, la création du Rockefeller Institute for Medical Research, qui est devenue plus tard la prestigieuse Rockefeller University, le General Education Board et surtout la fondation de la Rockefeller Foundation en 1913, la première organisation philanthropique véritablement mondiale de l'histoire de l'humanité. La Rockefeller Foundation a lancé des campagnes internationales ambitieuses et bien financées contre certaines des maladies les plus mortelles de l'époque, notamment la fièvre jaune, le paludisme, l'ankylostomiase et bien d'autres qui ravageaient les populations, en particulier dans les régions les plus pauvres du monde. Le soutien financier et le soutien scientifique de la Fondation ont joué un rôle décisif dans le développement réussi d'un vaccin efficace contre la fièvre jaune, sauvant finalement des millions de vies sur plusieurs continents. John D. Rockefeller a vécu jusqu'à l'âge remarquable de 97 ans. Dans ces dernières décennies, il a beaucoup souffert de la perte de cheveux due au stress et a été obligé de porter des perruques en public. Il a également connu des périodes récurrentes de profonde dépression et de tension émotionnelle. Malgré ses buts personnels, il a maintenu un emploi du temps strict et discipliné, se lever tôt chaque matin, faire de longues promenades, jouer régulièrement au golf, lire la Bible quotidiennement et poursuivre son vaste travail caritatif, presque jusqu'au jour de sa mort. Lorsqu'il est finalement décédé le 23 mai 1937, sa succession a été estimée à environ 1,4 milliard de dollars. Pourtant, l'héritage le plus important et le plus durable qu'il a laissé n'était pas son immense fortune personnelle, mais le modèle révolutionnaire de philanthropie organisée, professionnelle, stratégique et à grande échelle, qu'il a contribué à créer un modèle qui continue d'influencer les dons de bienfaisance, la recherche scientifique et les efforts humanitaires mondiaux à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Chapitre 6. La Federal Reserve, Bilderberg et les théories du complot. Toute analyse honnête et complète de la famille Rockefeller serait incomplète sans aborder le vaste, complexe et souvent sensationnel réseau de théories du complot qui entoure le nom de la famille depuis plus d'un siècle. Aucune autre dynastie américaine n'a inspiré autant de livres, de documentaires, d'articles et de discussions en ligne sur le pouvoir mondial secret que les Rockefeller.
L'une des théories du complot les plus persistantes et influentes concerne le rôle clé présumé de la famille dans la création du Federal Reserve System, l'institution bancaire centrale des États-Unis. En novembre 1910, un petit groupe d'hommes extrêmement puissants s'est réuni dans le plus grand secret sur la privée Jekyll Island, au large des côtes de Géorgie. Parmi les participants figurait le sénateur Nelson Aldrich, des représentants seniors des puissantes maisons bancaires JP Morgan et Kuhn, Loeb Co., ainsi que plusieurs autres figures majeures de la finance américaine. Les preuves historiques suggèrent fortement que des personnes représentant les intérêts financiers des Rockefeller étaient également présentes ou étroitement consultées. Au cours de 10 jours intenses, cette élite a secrètement rédigé le cadre fondamental et la structure de ce qui deviendrait plus tard le Federal Reserve System. 3 ans plus tard, en décembre 1913, le Federal Reserve Act a été discrètement adopté par le Congrès et signé par le président Woodrow Wilson. De nombreux chercheurs en complot affirment que ce n'était jamais une véritable réforme d'intérêt public, destinée à stabiliser l'économie. Au contraire, ils prétendent qu'il s'agissait d'un coup d'État soigneusement orchestré qui a permis à un cartel privé de banquiers puissants, avec une influence significative des Rockefeller et des Morgan, de prendre le contrôle effectif de la masse monétaire et de la politique monétaire du pays. De nombreuses décennies plus tard, David Rockefeller, le petit-fils du fondateur, a abordé ces accusations persistantes avec une franchise et une candeur surprenantes dans son autobiographie publiée. Il a écrit la phrase désormais célèbre « Si on m'accuse de vouloir construire un seul monde, un système mondial unifié, alors j'en suis fier. » Mais les théories du complot ne s'arrêtaient pas au Federal Reserve. David Rockefeller est également devenu l'un des membres fondateurs et participants les plus actifs tout au long de sa vie du mystérieux groupe de Bilderberg. Une réunion annuelle, hautement exclusive et extrêmement secrète, qui réunit certaines des personnes les plus puissantes du monde, présidents et premiers ministres en exercice, gouverneurs de banques centrales, PDG des plus grandes multinationales et propriétaires influents de médias. Officiellement, Bilderberg est décrit simplement comme un forum privé pour des discussions ouvertes et informelles sur les grands enjeux mondiaux. Cependant, pour des générations de chercheurs et de théoriciens du complot, il représente quelque chose de bien plus sinistre. Un véritable gouvernement mondial de l'ombre, où les décisions les plus importantes sur l'avenir économique et politique des nations sont discutées et façonnées en silence, loin du regard du public et de la responsabilité démocratique. La famille Rockefeller a également souvent été accusée d'avoir joué un rôle décisif en coulisses dans la création des Nations Unies. C'est un fait historique bien documenté que le terrain précieux sur lequel se trouve aujourd'hui le siège des Nations Unies à New York a été généreusement offert par la famille Rockefeller. Certains théoriciens vont beaucoup plus loin et affirment que la famille a exercé une influence significative et à long terme sur la politique de santé mondiale, les agendas de recherche médicale et même le développement pharmaceutique grâce aux vastes réseaux internationaux et aux mécanismes de financement de la Rockefeller Foundation. Bien qu'il n'existe aucune preuve définitive et concluante d'un grand complot hollywoodien, l'influence réelle de la famille sur la finance mondiale, la politique, l'éducation et la politique de santé tout au long du XXe siècle était indéniablement énorme et de grande portée. David Rockefeller a personnellement été président de la Chase Manhattan Bank pendant de nombreuses années, a entretenu des relations personnelles directes avec de nombreux chefs d'État du monde entier et a été un ardent défenseur public d'une plus grande intégration économique mondiale et du renforcement des institutions supranationales. La combinaison des énormes ressources financières de la famille et de ses vastes réseaux philanthropiques leur a donné des niveaux d'accès, d'influence et de pouvoir doux que très peu d'autres familles dans l'histoire ont jamais atteint. Chapitre 7. Nouvelles générations et disparitions mystérieuses.
Après la mort de John D. Rockefeller Sr. en 1937, l'immense responsabilité de guider la famille est passée à son unique fils, John D. Rockefeller Jr. Alors qu'il était moins intéressé par l'expansion agressive de l'empire commercial, il a consacré la majeure partie de son énergie à préserver soigneusement l'énorme richesse familiale, à protéger sa réputation publique de plus en plus fragile et à étendre considérablement les activités philanthropiques de la famille à l'échelle mondiale. La génération suivante, les 5 fils de John Jr., souvent appelés les frères, est entrée sur la scène mondiale avec une force et une visibilité remarquables. Parmi eux, 2 figures en particulier ont laissé une marque indélébile sur l'histoire américaine et mondiale. Nelson Aldrich, Rockefeller était charismatique, ambitieux et hautement énergique. Il a été gouverneur de New York pendant 4 mandats et est devenu plus tard vice-président des États-Unis sous Gerald Ford. Sa carrière politique a été marquée à la fois par des réalisations notables et par des scandales personnels persistants, notamment un divorce très public et chaotique, des accusations d'utilisation de l'argent familial pour influencer la politique, et un style de vie qui entrait souvent en conflit avec les valeurs conservatrices traditionnelles. Il est mort soudainement en 1979, dans des circonstances quelque peu mystérieuses, seul avec une jeune assistante féminine, un événement qui alimente encore aujourd'hui les spéculations. David Rockefeller, le plus long vivant et peut-être le plus influent au niveau mondial des frères, est devenu le visage public et le leader de facto de la famille pendant la seconde moitié du XXe siècle. Banquier puissant et sophistiqué, il est devenu président de la Chase Manhattan Bank. Il a vécu jusqu'à l'âge extraordinaire de 101 ans. Selon les légendes familiales persistantes et les rumeurs médiatiques, il a subi plusieurs opérations de transplantation cardiaque dans ces dernières décennies. David était un défenseur ouvert et sans compromis du globalisme, de la coopération internationale et de l'intégration progressive des économies mondiales et des systèmes politiques. Il a personnellement rencontré d'innombrables chefs d'État, rois, présidents et dictateurs, et a joué un rôle central dans de nombreuses organisations dédiées à la promotion de liens mondiaux plus étroits. Pourtant, malgré toute leur richesse, leur pouvoir et leur succès public, la famille Rockefeller a également subi de profondes tragédies personnelles, qui ont captivé l'imagination du public et ajouté des couches de mystère à leur légende. La plus bouleversante de ces tragédies s'est produite en 1961. Michael Clark Rockefeller, le fils de 23 ans de Nelson Rockefeller, a disparu dans des circonstances hautement mystérieuses et toujours inexpliquées, dans ce qui était alors la Nouvelle-Guinée néerlandaise, aujourd'hui la province indonésienne de Papouasie. Michael était un anthropologue formé à Harvard et un collectionneur passionné d'art primitif. Il vivait parmi la tribu isolée des Asmat, un peuple célèbre pour ses sculptures sur bois, complexes, et selon certains récits historiques et anthropologiques, pour la pratique occasionnelle du cannibalisme rituel. Lors d'une expédition, le canoë de Michael a chaviré dans des eaux côtières agitées. Il aurait décidé de nager les plusieurs milles jusqu'au rivage pendant que ses compagnons restaient avec le bateau renversé. L'enquête officielle a conclu qu'il s'était noyé. Cependant, des témoignages ultérieurs de missionnaires locaux, de fonctionnaires néerlandais et de membres de la tribu Asmat ont peint un tableau beaucoup plus sombre et plus troublant. Certains récits suggéraient que Michael avait peut-être atteint le rivage, seulement pour être tué par des membres de la tribu lors d'un rituel de vengeance ou d'une cérémonie spirituelle. Après quoi son corps aurait éventuellement été consommé selon les coutumes locales. Malgré d'énormes efforts de recherche impliquant des avions, des bateaux et des pisteurs indigènes, le corps de Michael n'a jamais été retrouvé. La disparition de Michael Rockefeller reste l'un des mystères les plus célèbres et non résolus associés à la famille. Ces tragédies personnelles, combinées à l'énorme richesse et à l'influence de la famille, n'ont fait qu'approfondir l'aura de mythes, de pouvoir et de secrets qui entourent le nom Rockefeller depuis des générations.
Chapitre 8. Les Rockefeller, aujourd'hui. Aujourd'hui, plus de 150 ans après que John D. Rockefeller a fondé Standard Oil en 1870, le clan Rockefeller continue d'exister en tant que grande, complexe et toujours influente dynastie. Les estimations actuelles suggèrent qu'il y a maintenant plus de 270 descendants directs vivants du John D. Rockefeller original. Contrairement à de nombreuses autres familles ultra riches qui tentent de garder tous les actifs sous un seul family office ou entreprise centralisée, les Rockefeller ont fait un choix stratégique délibéré et sage. Ils ont consciemment évité de maintenir une seule entreprise familiale unifiée. Cette décision visait spécifiquement à prévenir les luttes de pouvoir internes destructrices, la jalousie et les querelles d'héritage amer qui ont détruit de nombreuses autres dynasties riches. En conséquence, les membres individuels de la famille ont été libres de suivre des chemins très différents dans la vie. Certains sont devenus des financiers, des investisseurs et des banquiers éminents. D'autres sont entrés dans la médecine, la recherche scientifique, le monde universitaire, les arts, l'architecture, le design, l'activisme environnemental et même le service public. Remarquablement, un petit nombre de descendants ont choisi des professions relativement ordinaires, y compris travailler comme enseignants, artistes et même policiers. Et voilà mes amis, nous arrivons à la fin de cette exploration profonde et détaillée de la dynastie Rockefeller, des routes poussiéreuses de l'Amérique rurale et des machinations trompeuses de Devil Bill. À travers la création du premier monopole industriel moderne au monde, les batailles brutales avec la société et le gouvernement, les tragédies personnelles déchirantes et les vastes efforts philanthropiques, jusqu'à leur présence complexe et toujours influente au XXIe siècle. Si ce long voyage dans les courants cachés du pouvoir, de l'argent, de l'ambition et de l'histoire vous a touché, faites-moi plaisir et appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Abonnez-vous à World's Undercurrents et activez les notifications pour ne jamais manquer un nouvel épisode de la série History of Billions. Dans les commentaires ci-dessous, je veux entendre votre avis. Quelle puissante famille ou dynastie devrions-nous explorer ensuite? Les Rothschild, les Morgan, la maison des Saoud, la famille Kennedy, ou peut-être l'un des titans modernes de la tech comme Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg. Les ombres de l'histoire sont très profondes et les courants sous-jacents du pouvoir ne s'arrêtent jamais de couler. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode long. Restez curieux, restez vigilants. Et à bientôt dans le prochain épisode de World's Undercurrents.